Cher Alain Baraton, cher Florence Goulet, cher Jean-Baptiste Baillet, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous recevoir en cette fin d'après-midi en qualité de vice-président du département délégué à la culture. Et le délégué à la culture a la chance et le privilège de piloter les projets culturels dans les domaines départementaux dont ce joyau de la Roche-Jagu fait partie. Le département des Côtes-d'Armor est doté de nombreux parcs et jardins que certains d'entre vous connaissent peut-être. Kerdalo, Kerstalik, Kerfoulet, Orzambeau, le Pélinec, notamment le potager médiéval Herbarius à Planguenoual, et bien entendu le domaine départemental de la Roche-Jagu, qui est un site naturel, patrimonial, emblématique de notre territoire, qui fut victime, pour certains d'entre vous vous en souvenez, des dégâts de la tornade, de l'ouragan d'il y a quelques années, et qui est aujourd'hui un parc labellisé, jardin remarquable par le ministère de la Culture depuis 2005, mais qui est également reconnu comme éco-jardin depuis fin 2016. Ce label, reconduit en 2022, souligne la gestion écologique du domaine départemental de la Roche-Jagu. Cette approche, autrement qualifiée de gestion différenciée, vise à favoriser, restaurer, préserver la biodiversité. Elle est d'autant plus pertinente que le parc de la Roche-Jagu, situé dans un site naturel reconnu pour ses qualités et sa vulnérabilité, est constitué d'une multiplicité d'espaces abritant une flore et une faune variées. Nous sommes donc évidemment impatients de pouvoir vous écouter, cher Alain Baraton, chef du domaine du Trianon, je le rappelle, devrais-je le rappeler, du Grand Parc de Versailles, des Jardins de Marie depuis de nombreuses années, sur votre vision des enjeux actuels liés à l'aménagement et à l'entretien d'un tel jardin et des jardins d'une façon plus générale. J'en profite pour rappeler que vous nous avez fait l'honneur d'accepter d'être le parrain de l'exposition Maurice Denis, Les chemins de la nature, présentée actuellement au château de la Roche-Jagu et qui met en exergue les liens étroits entre l'art et la nature. Je tiens enfin à remercier Florence Goulet, conceptrice du jardin Herbarius, qui a remporté le premier prix national du potager privatif dans un environnement paysager et qui est aujourd'hui présente à l'occasion de cette rencontre. Je vous remercie très sincèrement, ainsi que mon voisin, Jean-Baptiste Baillet, qui est responsable de l'entretien du parc de la Roche-Jagu. Autant vous dire la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui. Je salue l'un de ses prédécesseurs qui est ici parmi nous aujourd'hui. Comme quoi, tout cela est aussi une question de génération et d'apprentissage et d'entraide mutuelle. Et de transmission, tout à fait. Tous trois ont accepté le principe de cette conversation qui sera l'occasion d'aborder le monde du jardin sous l'angle de la biodiversité, du défi climatique et sans doute de l'évolution de notre regard sur la nature. Je vous remercie et je vous souhaite une belle conférence et débat. Merci. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Carvaron, pour ce mot d'introduction. Un grand merci à Alain Baraton d'avoir accepté notre invitation. Degemerma des Rochugu, bienvenue à la Roche-Jagu, comme on dit en breton. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu aujourd'hui. On est très content aussi, bien sûr, que vous soyez le parrain de l'exposition Maurice Denis, Les chemins de la nature. Et quand on a échangé sur l'éventualité de cette venue, on l'a plutôt envisagé comme une forme de rencontre et de dialogue entre jardiniers, trois responsables qui travaillent dans des lieux bien différents, sur des superficies différentes, sur des orientations différentes, mais aussi avec des points communs dans certaines approches.
Alors, avant de commencer cet échange, je vais quand même faire un petit rappel, une petite présentation, probablement pas exhaustive parce que vous faites tellement de choses. et bravo pour cela. Donc effectivement, vous êtes jardinier en chef du domaine de Trianon, du Grand Parc de Versailles et des Jardins de Marly. Vous avez commencé à Versailles en 1976 comme caissier à l'entrée du parc. Vous nous disiez ça ce midi. Et vous êtes jardinier en chef depuis 1982 dans un site qui ne fait pas moins que 850 hectares pour Versailles-Trianon. 50 hectares pour le domaine de Marly, dont vous avez également la responsabilité depuis 2009. Un lieu qui est planté chaque année de 350 000 fleurs, 144 000 légumes, 350 000 arbres, dont 18 500 taillés tous les 2 ans. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages sur le thème du jardin, des plantes, de Versailles. Alors récemment, en mai dernier, je crois, vous avez publié le livre de la rose. Vous avez également publié un livre, Le jardin expliqué aux enfants, le dictionnaire amoureux des arbres, le dictionnaire amoureux des jardins. La haine de l'arbre n'est pas une fatalité, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Enfin, bref, de nombreux ouvrages absolument passionnants et je suis sûre que des gens aujourd'hui dans le public ont déjà lu certains de vos ouvrages. Vous êtes également membre du Conseil national des parcs et jardins, en qualité de représentant du ministre chargé de la Culture. Donc vous avez été choisi en raison de vos compétences dans le domaine des parcs et jardins comme personnalité qualifiée. Vous êtes correspondant national de l'Académie d'agriculture de France, qui est une académie qui a été créée par Louis XV à Versailles. Vous êtes, et là je pense que certaines personnes aujourd'hui le savent et vous suivent, vous êtes chroniqueur radio sur France Inter et on a le plaisir de vous entendre tous les samedis et dimanches matins dans l'émission La Main Verte, où vous faites partager votre passion du jardinage aux auditeurs. Et puis, vous êtes notamment aussi parrain des Jardins de Noé, un programme de conservation de la biodiversité animé par l'association Noé. J'en parle parce qu'il en sera peut-être question tout à l'heure de la biodiversité. Alors, avec un tel parcours, une telle expérience, première question, qui s'adresse aussi bien sûr après à Florence et à Jean-Baptiste. Quel est le rôle du jardinier aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs un métier qui a beaucoup évolué ces dernières décennies? Est-ce que le jardinier n'est pas aussi un paysagiste, un écologue, un naturaliste, un botaniste, un chercheur, un poète, un philosophe? Bref, pour vous, quel est le rôle du jardinier? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux d'être aujourd'hui avec vous à La Roche-Jagu. Je voulais déjà, Nolwenn, vous remercier pour votre accueil. Monsieur le vice-président, je voulais vous remercier pour vos aimables propos. Et je voudrais vous dire que j'ai pris plaisir aujourd'hui à visiter ce domaine en compagnie de Florence Goulet à ma droite et du responsable du site, Jean-Baptiste Baillet, à ma gauche. Et qu'il serait indécent de ma part de commencer à converser avec vous sans qu'il y ait une pensée pour ceux qui nous ont accompagnés cet après-midi, les jardiniers. Ils sont ici et je vous demande de les applaudir. Parce que, pour répondre directement à votre question, les jardiniers et les jardinières, bien évidemment, sont tout ce que vous venez de dire à la fois, mais ils sont prioritairement les sentinelles de l'environnement. Ce sont eux qui sont les premiers à constater le dérèglement climatique. Ce sont eux qui proposent des solutions pour améliorer votre quotidien. Ce sont les jardiniers qui donnent à vos villes, à vos villages de la couleur. C'est eux qui vous donnent des raisons tout simplement d'être heureux. Le jardinier n'est pas seulement un homme ou une femme qui plante des fleurs et qui la regarde pousser, c'est quelqu'un qui s'intéresse à son entourage, c'est quelqu'un qui travaille, et ça c'est très important, non pas pour lui, mais pour sa famille, pour ses amis et pour sa descendance. Tout à l'heure, Jean-Baptiste a simplement dit un mot, transmission. Nous sommes dans la transmission. Quand nous plantons un arbre, on ne le plante jamais pour soi, mais pour les générations à venir. C'est donc tout cela un jardinier. Moi, je suis fier d'être jardinier, et principalement fier pour 2 raisons principales. La première, Voltaire disait en son temps que jardinier est le plus noble des métiers, et je le pense. Et je ne vous cacherai pas, non sans fierté également, que la seule personne devant laquelle Louis XIV s'inclinait, c'était André Le Nôtre, c'était son jardinier, et ça, j'en suis très heureux. Merci pour cette réponse. Alors, Florence, le rôle du jardinier aujourd'hui, quelles sont ses missions? Alors, la première mission, c'est de jardiner.
Et quand on est jardinier, on a vraiment les mains dans la terre tous les jours. Et on a plutôt l'impression d'être un auxiliaire, je dirais, parmi les autres. J'ai plus l'impression, oui, d'être sur le terrain et dans les plantes, à les écouter, à écouter leurs besoins. Enfin, voilà. Et puis, beaucoup aussi dans la transmission, ça c'est évident. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, il faut le transmettre, essayer toujours que le jardin soit accessible à tous, accessible aussi dans ce qu'il est composé, parce que quand on fait des compositions, il faut comprendre pourquoi on a fait comme ça. Et voilà, donc des pancartages, un travail incessant en fait, mais combien motivant et surtout qui garde en bonne santé. Jean-Baptiste ? Pour moi, le jardinier, c'est évidemment une personne qui travaille la terre, qui connaît les plantes, qui travaille en tout cas sur toute une dimension, on va dire, philosophique aussi. On est énormément dans une approche d'observation. On est la main dans la terre, et c'est un métier noble, c'est ce que vous disiez tout de suite. Moi, je suis passionné depuis tout petit par le jardin, donc c'est vrai que c'est pour moi une sorte de rêve aujourd'hui qui se réalise un petit peu. Pour moi, le métier de jardinier, c'est avant tout, oui, c'est ça, une transmission, comment dire ça, montrer quel potentiel on peut avoir en termes de biodiversité autour de nous. Le jardinier, son métier a évolué énormément au fur et à mesure des années. Quand on voit le site de la Roche-Jagu et sa conception, on voit à quel point le jardinier prend une place de plus en plus importante dans la gestion, dans l'investissement qu'il met en avant sur le parc, notamment sur la connaissance des plantes. Ça, c'est très important aussi. C'est quelque chose qu'on mène au quotidien sur la gestion différenciée, connaître tous les rapports qu'il peut y avoir autour des plantes, mais aussi des insectes, des oiseaux, etc. C'est aussi une transmission auprès du public. Le jardinier aujourd'hui connaît, mais aussi transmet. Et on sensibilise en permanence le public pour comprendre qu'en gros, la nature est belle quoi qu'elle fasse, qu'il faut regarder la nature au-delà de tout ce qu'on a pu apprendre aussi dans le passé. Pendant très longtemps, on nous a appris, et moi encore à l'école, on m'apprenait sûrement les pesticides, des choses comme ça. Aujourd'hui, quand même, il faut se tourner vers une écologie, en tout cas sociale, on va dire, où on est vraiment sur quelque chose où ça fait partie d'un projet collectif. On est tous au fond jardiniers chez soi. On a tous la possibilité de pouvoir créer son petit univers. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé le mien ici. Et est-ce que le jardinier n'est pas aussi quelque part un conservateur du patrimoine naturel ou végétal ? À Versailles, j'imagine que vous avez pas mal d'essences. Versailles, c'est un lieu assez extraordinaire. Permettez-moi de vous présenter en 2 mots le domaine dans lequel je travaille depuis maintenant une éternité. Je pense même qu'étant entré à Versailles en 1976, je mérite moi aussi le titre de monument historique. Mais ça c'est un autre sujet. Versailles, c'est un domaine qui a d'abord été voulu par Louis XIII qui venait y chasser, car Versailles était à une quinzaine de kilomètres de Paris, donc suffisamment proche de Paris pour revenir en cas de difficulté et suffisamment éloigné pour vivre une vie de roi de temps en temps intime. Et c'est Louis XIV qui va faire du site le domaine que l'on connaît. Et Versailles a connu 3 périodes principales. La grande époque Louis le XIVe, où le jardin devient un jardin architecturé, le fameux jardin à la française. C'est donc le jardin de pouvoir. On n'est pas là que pour faire joli, on est là pour dicter sa volonté, on est là pour montrer que la nature est capable d'obéir. Alors, il n'y a pas de fantaisie dans la construction du jardin. On emploie des essences locales, l'orme, le charme, le chêne ou le hêtre, et l'on va faire en sorte que ce végétal soit dressé, dans sa manière d'être offerte aux visiteurs. Et ce jardin à la française va donc déplaire assez vite. Contrairement à ce que l'on peut croire, le jardin à la française symbolisait trop l'autorité royale. Et juste une petite anecdote pour vous faire sourire. Au XVIIIe siècle, le marquis de Girardin, il est le créateur des jardins d'Ermenonville, donc c'est lui qui va initier l'arrivée en France du jardin dit romantique ou paysager. Le marquis de Girardin ose écrire dans les années 1750, c'est un peu exagéré, j'en conviens, mais il l'a écrit, je cite, « Les jardins de Monsieur Lenôtre sont si tristes que l'allée la plus fréquentée est celle qui mène à la sortie. » Alors, c'est quand même un petit peu exagéré, mais toujours est-il qu'il y a à Versailles donc ce jardin structuré, ce jardin sans fantaisie avec les broderies de buis, mais en parallèle, on va créer 2 sites d'exception, une orangerie qui permet d'avoir des plantes qui viennent du monde entier, principalement des orangers, des lauriers roses et autres plantes exotiques, et puis
pas très loin, le potager du roi. Et tout à l'heure, vous me demandiez qu'était-ce qu'un jardinier. Un jardinier, c'est Jean-Baptiste de La Quintinie. Jean-Baptiste de La Quintinie, qui est à mes yeux le plus grand jardinier de tous les temps. C'est l'homme qui a créé le potager du roi. C'est l'homme qui a inventé les primeurs. Les primeurs, c'est simplement produire en dehors de la saison un légume. Je ne suis pas convaincu que ce soit aujourd'hui vraiment une bonne mode si on veut parler de la biodiversité, mais sachez qu'à Versailles, il est capable de produire 11 mois sur 12 des asperges. C'est lui qui a l'idée de maintenir les arbres fruitiers pour qu'une pomme ne tombe pas de 15 mètres de hauteur, mais soit cueillie à hauteur de main quand elle est mûre. C'est lui qui va créer cette culture incroyable à Versailles des orangers. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a amélioré. Et pour la petite, là aussi, anecdote, du temps de Louis XIV, il va installer au Grand Trianon des orangers en pleine terre. Et en automne, lorsque le froid arrive, on recouvre l'oranger d'une structure de bois et de verre que l'on retire au printemps. Il est donc possible à Versailles du temps de Louis XIV de découvrir des orangers en pleine terre qui fleurissent et qui fructifient. Donc c'est ça, le Versailles de Louis XIV, un Versailles strict, mais avec une collection végétale déjà importante au potager et à l'orangerie. Ensuite, il y a la deuxième période, je dirais, qui est la période Louis XV et Louis XVI, et plutôt Marie-Antoinette, où l'on a besoin d'un retour à la nature. On ne veut plus du jardin d'architecte, on veut un jardin qui sente bon la liberté. On va donc inventer le jardin paysager, qui est non pas la reproduction de la nature, mais sa caricature. On ne la représente pas telle qu'elle est, mais telle que nous, on aimerait qu'elle soit. Et là, ce jardin permet de mettre en place tous les végétaux qui viennent de partout, tous ces bateaux qui parcourent les océans et qui ramènent des saule-pleureurs, des conifères, des ailantes, etc. Ces arbres vont trouver leur place dans un jardin qui, enfin, s'ouvre un petit peu à la fantaisie. Et puis la troisième période, c'est la période révolutionnaire et celle qui a suivi, où le lieu devient effectivement, pas un conservatoire, mais un lieu où il est possible d'apprécier encore aujourd'hui à peu près 450 espèces d'arbres différentes, donc c'est quand même considérable. Vous l'avez souligné, 350 000 arbres, et c'est donc notre rôle principal, pas seulement conserver le parc tel qu'il est, pas seulement le transmettre aux générations futures, pas seulement l'embellir tous les jours davantage, mais faire en sorte que les conséquences du réchauffement climatique, et on va y revenir dans un instant, j'en suis convaincu, ne soient pas trop visibles, car le parc de Versailles aujourd'hui souffre terriblement de l'élévation des températures. Et justement, comment s'opère le choix des plantes et des essences sur le domaine ? C'est-à-dire que vous avez parlé de cet héritage historique. Est-ce que vous vous accordez quelques libertés dans le choix des plantes ? Est-ce que c'est conciliable avec des enjeux esthétiques ou voire écologiques ? Comment aujourd'hui on aménage un jardin remarquable justement au regard d'autres contraintes apparues récemment d'ailleurs ? Alors les plantes sont choisies en fonction de différents critères. Par exemple, sur le parterre du Grand Trianon, nous avons décidé tous les ans de donner un thème. Cette année, c'est le marbre. Donc les plantes sont choisies pour leur couleur et leur ressemblance au marbre rose du Grand Trianon. L'an dernier, ou il y a 2 ans, nous avions créé un parterre vert. On avait envie de créer un parterre avec que du vert, où les fleurs seraient vertes. On a trouvé ça très amusant et le parterre était véritablement réussi. Et au sortir du confinement, nous avions créé un parterre africain pour ce besoin d'évasion. Donc de temps en temps, nous faisons preuve de fantaisie quand c'est un fleurissement, je dirais, limité dans le temps. Ensuite, nous pouvons également faire preuve d'une fantaisie durable, comme c'est le cas actuellement avec la création d'un jardin dit du parfumeur, où nous avons planté dans un même lieu toutes les essences qui permettent justement au monde du cosmétique de faire les parfums que vous connaissez. Et de temps en temps, les plantes sont changées en fonction des nécessités. Lorsque la graphiose, une terrible maladie, a décimé l'intégralité des ormes qui encadraient l'ensemble des allées de Versailles, il a bien fallu trouver une autre variété pour remplacer l'orme, et ce fut le tilleul qui fut choisi. Aujourd'hui, nous multiplions les variétés pour éviter que si une maladie venait demain à s'abattre, l'ensemble du site soit contaminé. Mais voyez-vous, donc il y a de temps en temps de la fantaisie, de temps en temps un besoin d'activité culturelle pour une année, et de temps en temps, c'est comme avec actuellement la disparition des hêtres, l'obligation de choisir d'autres arbres pour continuer à avoir des arbres qui encadrent les allées. Oui, et puis alors Florence Goulet, je vais peut-être rappeler qui vous êtes. Vous êtes la créatrice du Jardin Herbarius, donc un jardin remarquable, potager de France et accueil paysan,
connaissez bien l'histoire des jardins, vous êtes enseignante, vous avez fait des études de médecine aussi, un BTS production horticole à Carnivien, vous êtes élue à l'environnement à Lamballe-Armor, premier prix du concours des potagers de France. Et alors, comment vous conciliez justement approche esthétique, biodiversité, approche écologique dans ce magnifique jardin médiéval, mais pas que? Alors, il y a 20 ans, j'étais donc encore enseignante en écologie dans un lycée agricole tout près d'ici. Et j'ai donc décidé de tout quitter pour créer un lieu d'équilibre écologique. Et pour moi, le maître mot, c'était la biodiversité et source d'équilibre. Donc, je suis partie de là. Je suis partie des connaissances. Bon, je jardine depuis l'âge de 5 ans, donc je ne suis pas perdue sur les techniques, je dirais, de jardin. Mais créer quelque chose de toute pièce, c'était quand même quelque chose de nouveau. Et donc, j'enseignais aux élèves toujours et je leur disais, écoutez, il y a un écosystème qui est très varié et qui n'a pas besoin de l'emprise de l'homme, c'est la forêt. Donc, dans une forêt, il y a une multiplicité de plantes, une diversité de plantes, et tout ce beau monde, alors une diversité de plantes qui fait qu'il y a des nichettes pour les animaux très diverses, et donc des animaux très diversifiés aussi, le tout en équilibre, et l'homme n'a pas besoin de rentrer pour équilibrer tout ça. Vous revenez 50 ans après, la forêt se débrouille toute seule. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, bon, allez, on y va. J'étais très médiéviste, donc j'ai commencé par un jardin médiéval sur mon terrain. Et puis, petit à petit, il y avait des plantes qui ne rentraient pas dedans. Et donc, par exemple, les tomates qui sont arrivées bien après, grâce à Christophe Colomb, qui venait d'Amérique du Sud. Donc, j'ai créé un jardin amérindien. Et puis après, il y avait des plantes qui venaient d'Inde et de la Chine, donc un jardin d'Inde et de la Chine. Et puis après, les enfants m'ont demandé, mais comment tu fais des bonbons avec ça? Alors, jardin des bonbons. Et puis, en fait, en 20 ans, j'ai fait 20 jardins différents qui m'ont permis d'installer sur le lieu, en fait, toute une diversité de plantes, de lieux, toute une diversité dans l'histoire aussi, dans la géographie. Et aujourd'hui, j'ai aussi mes agrumes qui poussent dans une serre qui n'est pas fermée. Et j'ai donc mes citrons et mes pamplemousses, dont de la lime douce de Palestine. J'adore ça parce que je n'aime pas l'acidité des agrumes. Et la lime douce de Palestine est un citron qui se mange comme ça. C'est délicieux. Et donc aujourd'hui, j'ai 875 variétés de plantes sur le terrain. Donc de toutes les contrées, des exotiques, mais aussi des locales. Hein. J'ai un verger conservatoire avec principalement des pommiers régionaux, dont la rainette de Châtelleraudun, par exemple, qui n'est pas loin d'ici. Et voilà, donc j'ai installé ça petit à petit en 20 ans, 20 jardins différents. Et mon maître mot, c'est toujours la biodiversité, source d'équilibre, puisqu'aujourd'hui, je ne traite rien dans le jardin. Alors j'ai quelques produits à base d'ail, d'oignons et d'ortie qui me permettent de réguler certaines maladies comme le mildiou de la tomate, par exemple. Mais autrement, je suis arrivée à une telle diversité qu'en fait, au point de vue animal, tout est équilibré. Je n'ai pas de déséquilibre. Il n'y a vraiment aucun problème, sachant que en début de saison et souvent à la vieille année, comme disent les anciens, c'est-à-dire en novembre-décembre, je plante de la fève. Donc, ce qui fait qu'en janvier-février, j'ai des fèves qui sont magnifiques et qui abritent le puceron. Alors, vous allez me dire, des pucerons pour la fève? Ben oui. Donc, j'ai beaucoup de pucerons, ce qui fait que dès que les premiers petits animaux qui mangent les pucerons, c'est-à-dire les coccinelles, arrivent, elles ont de quoi manger, parce que je ne me vois pas biberonner des pucerons. Et le puceron étant le premier maillon d'une chaîne alimentaire sur le terrain, le puceron est mangé par la coccinelle, mais pas que. Et mangé par, ce qui fait que globalement, maintenant, j'ai beaucoup d'oiseaux différents, j'ai des bestioles très différentes, et tout ce beau monde s'autorégule, c'est-à-dire que chacun a sa place, mais pas trop. Hein. Je suis très loin du champ de maïs où il y a une nichette identique pour tous les animaux. Là, j'ai vraiment plein de petites niches différentes, plein d'animaux différents, et je compte sur ce qu'on appelle l'autorégulation, c'est-à-dire que les petits animaux se bouffent entre eux, en fait, et il y a une régulation naturelle qui se fait. Et ce qui me permet d'avoir donc une biodiversité végétale saine. Voilà. Merci Florence. Et alors Jean-Baptiste Bailly, est-ce que... On va se tutoyer, hein, on est collègues. Est-ce que tu peux nous présenter finalement cet enjeu qui est ambitieux et qui enthousiasme toute l'équipe, mais qui n'est pas si simple, qui est justement de concilier un
un jardin public, un jardin remarquable, labellisé comme tel par le ministère de la Culture depuis 2005, mais aussi labellisé éco-jardin depuis 2016, avec une approche finalement écologique qui existe depuis plus de 20 ans. Comment ça s'opère en fait dans l'entretien régulièrement de ce site, cette conjugaison? Alors La Roche-Jagu, c'est vrai que c'est un magnifique site qui abrite, et souvent je pense que vous n'êtes pas, ou peut-être que vous ne le voyez pas forcément, mais on est sur un site qui abrite une biodiversité très 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 importante. On est sur une quarantaine de milieux. Une quarantaine de milieux en écologie, ça veut dire une quarantaine de milieux qui abritent des différentes espèces. Ayant travaillé à la baie de l'Aiguillon précédemment dans une réserve naturelle, sur 5000 hectares, il n'y avait que 4 milieux. Et une diversité finalement, somme toute, plus faible finalement à l'échelle de ce secteur-là. Alors qu'ici, on a sur 64 hectares une diversité remarquable, aussi bien au niveau floristique que faunistique. Au niveau de la faune, par exemple, on a 21 espèces de chauves-souris présentes en Bretagne qui sont protégées. On en a 16 sur le domaine de la Roche-Jagu. Et ça, c'est intéressant comme paramètre puisque les chauves-souris, ce sont des individus qui font partie aux yeux de la trame verte et bleue aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet qui est quand même assez important, qui est d'actualité en tout cas, et qu'on prend aussi en main aujourd'hui par rapport à tout ce qui est pris en compte. Nous, en tant que jardiniers, là aussi, comme quoi le métier évolue aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas juste sur un site de 67 hectares, on est aussi sur un site qui fait partie d'un environnement. On a le Trieux, on a le Conservatoire du Littoral comme voisin, on a une collectivité autour et un environnement agricole, etc. Et tout ça fait partie de l'environnement. On n'est pas quelque chose sous cloche, on n'est pas un univers complètement fermé à la biodiversité, à ce qu'on a autour de nous. On subit aussi certains éléments. Donc, en tout cas, nous, la gestion qu'on mène, toute la gestion sur le parc est pensée de manière biodiversité, dans le sens où on fauche de manière alternée, par exemple, les prairies, pour justement, où on mène des inventaires sur la flore présente dans les prairies, parce qu'on sait à quel point les prairies aujourd'hui naturelles sont en voie de disparition. Aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, 50% des prairies naturelles ont disparu à cause de l'agriculture intensive. C'est quand même quelque chose de dramatique, notamment pour les papillons. Les papillons, on le sait aussi, ceux qui connaissent un déclin assez important. Et les papillons ont besoin notamment d'énormément de plantes qui ne sont pas forcément, qui ont mauvaise presse. Par exemple, l'ortie. L'ortie, c'est une plante qui est souvent qui est considérée comme qui pique, qui n'est pas esthétique, etc., alors qu'elle est très très utile. Et pour avoir du beau, le papillon, il faut aussi avoir des plantes qui sont utiles pour ces plantes-là, pour ces animaux-là. Donc là, je prends l'exemple du papillon, mais c'est un autre exemple. Par exemple, si le nante safrané, c'est une plante qu'on retrouve dans les prairies. Si par exemple, il n'y avait plus cette plante-là, il y a un insecte particulier dont je ne vous nommerai pas le nom, mais qui est inféodé à cette plante-là. S'il n'y a plus de nante, il n'y a plus cet insecte. Et on peut faire le parallèle là avec plein d'autres plantes. Et voilà, donc c'est en gros toute la gestion sur le parc est pensée de manière biodiversité. Sur la fauche, sur les tontes de pelouse, sur l'appréhension par rapport aux reptiles aussi, puisque les reptiles aujourd'hui sont protégés. Ce sont des espèces qui sont considérables en termes ce sont des espèces en tout cas qui sont intéressantes à étudier pour comprendre un environnement, parce que ce sont des espèces qui ont un territoire relativement faible, donc pour pouvoir les suivre, c'est intéressant de voir quelles sont leurs relations, comment ils évoluent sur le site. Donc ça aussi on prend en compte. Les oiseaux, à une époque, le parc, mais c'était une gestion qui suivait les tendances de l'époque, à savoir qu'on tondait forcément tous les espaces. Aujourd'hui, on a ces tontes différenciées, on a des tontes variées pour justement favoriser une diversité d'espèces. Et notamment sur des forêts qui étaient autrefois, on coupait le bois parce qu'il ne faut pas un bois mort, on coupe par sécurité, on coupe parce qu'il faut ramasser les branches, il faut ramasser les feuilles, il faut que ce soit propre, entre guillemets. Finalement, aujourd'hui, au fur et à mesure des inventaires, notamment de manière ornithologue, la vie-faune présente sur le parc a augmenté également, puisqu'on a la présence de buissons, on a la présence d'une végétation basse qui abrite énormément
d'oiseaux. Donc voilà, un petit peu un balayage des inventaires aussi qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, oui, c'est pour nous la base aujourd'hui. C'est comme ça que je considère aussi le métier de jardinier à La Roche-Jagu. C'est d'abord une base scientifique pour pouvoir ensuite établir les entretiens. Merci Jean-Baptiste. Alors Alain Baraton, comment justement vous appréhendez l'entretien d'un jardin au regard des aléas climatiques? Parce que est-ce qu'on peut anticiper certaines contraintes ou prioriser certaines pratiques? On a tous constaté que les fleurissements peuvent être perturbés, les chenilles processionnaires dans les arbres, la difficulté de maîtriser l'eau. Comment ça se passe à Versailles? On doit déjà tenir compte du passé et on doit être observateur et savoir vraiment tenir un enseignement de ce que nous avons vécu. Je reviens à l'instant, si vous le permettez, sur la tempête de 1999. Le 26 décembre, vous l'avez connu également, cette terrible tempête, des vents s'abattent sur Versailles à 172 km/h. Les dégâts sont considérables. Il sera déraciné en quelques heures à peine 18 500 arbres. Il faudra en abattre 33 000 supplémentaires les jours qui suivent. Il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus de clôture. En un mot, le parc n'est plus qu'un gigantesque, je dirais, tas de bois. Et le 27 décembre, très précisément, je suis dans les jardins avec le président du domaine et nous sommes pétrifiés par la vision de Versailles. Versailles n'existe plus. Il n'y a plus de vie non plus. Les oiseaux sont morts par milliers. Il n'y a que des pigeons morts qui ont été pris par les branches lors des vents furieux. Pas de mammifères, fort heureusement, mais le silence, un silence de mort. Et ce silence est troublé par le bruit d'un engin mécanique qui arrive. Comment cet engin a-t-il pu se faufiler à un chemin malgré la présence des troncs en travers des allées? Je ne sais pas, mais un démoustiqueur est en route. Tous les ans, vers Noël, nous démoustiquions le domaine de Versailles pour permettre aux habitants dont je suis de ne pas avoir de moustiques en été. Et nous nous regardons, Hubert Astier et moi-même, en nous disant « mais le monde est devenu fou ». Il n'y a dans ce parc plus du tout de vie, et la seule chose que l'on fait aujourd'hui, c'est de venir tuer les moustiques. Nous avons pris l'engagement, le 27 décembre 1999, de ne plus, de ne plus déverser dans le sol, dans l'eau ou dans l'air à Versailles le moindre produit chimique. Plus de désherbants chimiques, plus de fongicides, plus d'insecticides, plus rien. Quel est le constat ? En quelques années seulement, eh bien, les arbres ont reproduit des fleurs et des feuilles comme à leur habitude. J'ai pu créer, avec Alain Ducasse, le potager de la Reine, où nous produisons des légumes à faire pâlir Florence Goulet à ma droite. Parce que vraiment, mes tomates, j'en suis convaincu, valent peut-être les vôtres. Non mais, c'est de la taquinerie bien évidemment. Nous avons été capables vraiment de nous débarrasser des produits, débarrasser des combinaisons de traitement. Et les jardiniers aujourd'hui travaillent dans de meilleures conditions. Les oiseaux reviennent, les hirondelles sont en train de revenir. Donc ce fut le choc. On a tenu compte de cette tempête pour changer notre comportement. Parallèlement, j'ai la chance, vous le disiez tout à l'heure, d'être sur les antennes de France Inter tous les week-ends. Et je commence donc à dénigrer l'industrie des produits dits phytopharmaceutiques du matin au soir. À ce sujet, j'adore le vocabulaire. Nous parlions à table avec Florence du terme de permaculture, un terme que nous deux apprécions moyennement. La même chose pour les pesticides. C'est beau, pesticides, comme mot. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pesticide, il y a un côté homicide, il y a un côté... Oui. Alors on a changé le mot en produit phytosanitaire. Mais on s'est rendu compte que ça devenait un peu trop connu. Alors maintenant, on parle de produits phytopharmaceutiques. Donc je n'ai eu de cesse de dénoncer les produits phytopharmaceutiques. Et j'ai enquêté. Et j'ai découvert l'existence d'un homme que personne ne connaît. Alors je posais la question, peut-être que je me trompe, mais qui connaît ici même l'existence de M. Fritz Haber ? À ma droite, eh bien, vous êtes le seul, et je vous complimente. Je vais donc, si vous le permettez, question de mettre une bonne ambiance, vous raconter en quelques mots, si vous le permettez, Nolwenn, la vie de M. Fritz Haber. M. Fritz Haber est l'inventeur de l'insecticide. C'est un homme qui est allemand, c'est un homme qui est juif, si je le dis, c'est qu'il y a de l'importance pour ce qui va suivre, et nous sommes dans les années 1890-1900, et il est le premier à mettre en place pour l'agriculture un insecticide qui va tuer les charançons qui, à l'époque, en Allemagne, font des dégâts dans les champs de céréales.
le résultat est vraiment très, très apprécié par le gouvernement, tellement apprécié qu'en 1914, M. Fritz Haber pense que si son produit était un petit peu modifié, l'armée pourrait en profiter. L'épouse de Fritz Haber est effrayée du comportement de son mari. Comment ose-t-il maintenant fabriquer des produits de guerre ? Il n'en a que faire, il continue, elle se suicide. M. Fritz Haber est donc l'inventeur en Allemagne du gaz moutarde, ce gaz qui va faire des dégâts terribles sur les tranchées du côté de Verdun. Bien entendu, en 1918, il se doute qu'avec son invention, il risque d'avoir des soucis. Sitôt l'armistice signé, il part se réfugier en Suisse, où il vit pendant 1 an sous une fausse identité. Il est retrouvé parce qu'on vient de lui remettre le prix Nobel de chimie pour l'année 1918. Alors, encouragé par la communauté scientifique, que fait-il ? Il continue. Et là, il s'intéresse aux petites bestioles dans les têtes de nos enfants. Il est l'inventeur de l'antipoux. C'est encore lui, M. Fritz Haber, qui a cette idée de créer ce premier produit. Et puis, dans les années 1930, alors il n'est plus vraiment tout jeune, mais il est encore très imaginatif, il pense que son produit légèrement amélioré pourrait permettre à son pays de gagner du temps, et en particulier dans la solution finale. Il est l'un des inventeurs du Zyklon B. Pour ça, je disais qu'il était juif. Il est donc l'inventeur de ce produit qui va tuer des centaines de milliers de malheureux dans les chambres à gaz de l'Allemagne nazie. Quand l'Allemagne nazie n'a plus besoin de lui, il se sent en danger. Il part aux États-Unis, il est reçu comme un héros, triomphalement. Et il rencontre un homme avec qui il va créer une entreprise de fabrication, cette fois de désherbants. Et l'entreprise va inventer le gaz orange. Et oui, la maison Roundup se fait à ce moment-là connaître. Il est donc l'inventeur du gaz orange. Là, il est rattrapé par un cancer. Il va mourir, mais son collègue, lui, va créer la célèbre maison, donc Monsanto. Voilà donc, en quelques mots, l'histoire de l'homme qui a inventé le pesticide. Alors, quand on vous dit que les pesticides ont été inventés pour le bienfait de l'humanité, j'ai quand même un peu de doute. Alors, je ne dirais pas qu'il ne faut pas traiter, je ne dis pas que les produits ne servent à rien, je dirais simplement qu'il y a d'un côté l'agriculture, d'un autre côté il y a le monde du jardin, et traiter comme on l'a fait pendant des années dans les jardins, et partout, même chez le particulier. Ma maman était très fière, 98 ans, un caractère extraordinaire. Vous vous rappelez de Tati Daniel ? À côté de ma maman, c'est Sœur Teresa, vous voyez. Ça ne plaisante pas. Et quand je dis à ma maman qu'il faut laisser les pucerons courir sur les rosiers, elle me montre fièrement sa bombe de KB Jardin. Elle a carrément vidé le truc sur la plante, vous voyez, le côté. Donc, il faut tenir compte des éléments climatiques. Il faut regarder. Les hêtres sont en train de mourir à Versailles. Le hêtre ne supporte pas le soleil direct et l'élévation de température. Arrêtons à Versailles de planter des hêtres et mettons une autre variété qui va être capable d'accepter cette élévation des températures. Cessons de mettre des plantes en pot en plein soleil qui demandent beaucoup d'arrosage. Arrêtons de produire des plantes gourmandes en énergie comme le bégonia. Le bégonia qui se produit dans des serres chauffées en hiver et qui demande énormément donc de gaz ou de pétrole pour arriver à terme à être planté dans les parterres. Limitons les déplacements, achetons local. Soyons en un mot des citoyens responsables, car jardinier, c'est aussi ça. C'est un jardinier, c'est un homme responsable. Oui, et peut-être que c'est aussi un regard sur la nature qui doit s'opérer sur est-ce que la nature n'est que verte. Je dis ça parce que je me souviens d'une visite à l'abbaye de Royaumont et le choix qui a été fait là-bas est de ne pas arroser l'été et d'assumer une pelouse un peu cramée parce que c'est l'été et que c'est comme ça. Mais je crois qu'il faut regarder la nature. On parlait des insectes. Je vous ai raconté une histoire terrible, celle de Fritz Haber, donc je vais faire un petit peu pour vous détendre et vous rendre le sourire, un peu dans la coquinerie. Ceux qui font des mots croisés savent qu'en Silette, la définition araignée du jardin est paire. Savez-vous comment les paires se multiplient ? Alors je vais vous raconter la reproduction de l'épère et vous allez comprendre ensuite où je veux en venir. L'épère, Madame Épère, est costaud, elle est vraiment costaud. Et Monsieur Épère, lui, il est tout petit. Et après l'acte, Madame Épère a tendance à vouloir le boulotter. C'est quand même pas très sympathique. Alors comment Monsieur Épère fait-il pour arriver à satisfaire ses désirs tout en gardant une certaine sécurité ? Monsieur Épère, donc, le matin dans le jardin, tisse une merveilleuse toile. Quand vous êtes dans la campagne le matin et que vous avez ces toiles d'araignée magnifiques, ce sont des épères. Donc Monsieur Épère
a fait une belle toile d'araignée et il attend qu'un insecte vienne s'y projeter. Une fois que l'insecte est attrapé, il entoure la bestiole avec son ruban, enfin avec son fil de soie, il en fait un paquet cadeau et il guette la proximité ou non d'une femelle épère. Quand il en voit une, il agite la toile pour attirer le regard de Madame Épère. Celle-ci, à peine vénale, se précipite et lui offre le cadeau. Pendant qu'elle dépiote son cadeau, avec son fil de soie, il lui attache les pattes. Il fait sa petite affaire et ensuite, il peut partir loin avant qu'elle n'ait réussi à se détacher. Ce que je vous dis peut peut-être vous sembler anecdotique. Vous ne pourrez plus jamais regarder aujourd'hui une araignée l'épère dans le jardin comme autrefois. Et avant de taper dessus ou de détruire la toile d'araignée, dites-vous bien qu'il y a eu toute une construction, une intervention de séduction. Et vous n'allez quand même pas casser le cou de monsieur Épère. Donc, regardez la nature. Prenez du recul et rappelez-vous que la nature a beaucoup moins besoin de nous que nous avons besoin d'elle. C'est l'inverse. Pour revenir... Justement, pour revenir à ces questions climatiques, vous, Florence Goulet, vous appelez votre jardin un jardin résilient, parce que vous avez été confrontée depuis bien longtemps à ces problèmes de ressources en eau, qui sont de plus en plus une réalité. Aussi à la Roche-Aiguë, on en parlera peut-être après. Comment vous faites, Florence, à l'Herbarius ? Alors, Herbarius, il y a 20 ans et toujours maintenant, j'ai un sol caillouteux, en pente, face à la mer, très peu d'épaisseur de sol. Donc, je suis confrontée à la sécheresse depuis le début, très peu d'eau. Je n'ai que l'eau des toitures que je garde dans le grand trou qu'il y avait, qui servait avant de fosse à lisier, puisque j'ai récupéré 2 porcherets en ruine et une fosse à lisier, il y a 20 ans. Et donc, la quantité d'eau que j'ai est très faible. Donc oui, j'ai commencé à réfléchir à la question depuis très longtemps. Et à nouveau, mon maître mot, c'est composter, pailler. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que je couvre mon sol. Le sol ne doit jamais être à nu. Et donc, quelquefois, je dis en rigolant, si je vais voir votre jardin et que je vois votre sol à nu, ça va mal se passer. Et c'est vrai qu'en protégeant son sol, en mettant des couches qui vont permettre de garder l'eau du sol. Alors, vous avez un petit schéma qui a été fait par Clémence, qui est stagiaire, qui est là dans la salle. Et elle m'a aidée à faire ce schéma par Internet, parce que ça, j'en suis complètement incapable. Et donc, vous avez dessus un peu toutes les façons d'être résilient et comment gérer son jardin. Mais en tout cas, la chose la plus importante, c'est le compostage-paillage. C'est-à-dire que je composte pour mettre pour les petites bêtes du sol à manger. Et je paille par-dessus pour éviter que, avec cet ensemble, que l'eau du sol, vous voyez, il y a des flèches bleues qui partent de la nappe phréatique, enfin qui partent du fond du sol, pour éviter que cette eau d'évaporation parte dans l'atmosphère. Voilà, déjà, c'est une perte en moins. Il y a une autre perte, c'est la transpiration. Vous voyez, au niveau des feuilles, vous avez des petites flèches bleues qui partent. Et ça, cette transpiration, c'est le moteur de c'est le moteur de la plante. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Si vous vernissez une feuille, l'eau ne va plus pouvoir sortir. Et le moteur qui permet à l'eau de partir des racines pour arriver jusqu'en haut ne pourra plus fonctionner. Donc la plante mourra aussi de sécheresse. Donc cette eau de transpiration, on ne peut pas faire grand-chose. L'eau d'évaporation, on a vu, on composte et on paille. Déjà, c'est on a un grand pas en avant justement sur les pertes en eau. Et puis tous les petits animaux qui sont dans le sol, qui vont nous dégrader ça, qui vont nous faire des engrais avec, qui vont nous faire de l'humus. Tous ces petits animaux ont aussi besoin d'être protégés. Si vous ne protégez pas le sol en hiver, quand il fait -8, -10, eh bien, eux sont à -8, -10. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne peuvent pas rester là. Donc, ils vont s'enfoncer dans le sol. Et plus loin dans le sol, il y a moins d'oxygène. Donc, ils se mettent en pause. Ils dorment. Ils attendent des conditions meilleures. Donc, ça dure, l'hiver, ça va durer 2 mois, 3 mois. Et puis, en plein été, avec nos périodes de canicule répétées, je dirais, les petits animaux, qu'est-ce qu'ils font ? Il n'y a pas d'eau. Il fait sec, hop, on descend dans le sol, on attend que ça se passe. Résultat, si vous ne paillez pas votre sol, les petits animaux vont être en repos, je dirais la moitié de l'année. Avec ce paillage, vous augmentez quasiment toute l'année, les bestioles travaillent. Moi, j'ai mis des thermomètres sous le paillage. Alors, ce n'est pas un paillage de 2 cm, paillage de 20 cm.
et vous mettez un thermomètre en pleine canicule, c'est impressionnant. Vous êtes à 40 degrés, comme on a eu l'année dernière. J'ai eu 41 exactement sur les hauteurs de Pléneuf-Valandré. Un thermomètre qui était en dessous n'est pas monté au-dessus de 25 degrés. Et en plein hiver, quand il fait -8, le thermomètre ne descend pas au-dessous de 8-9 degrés. Donc vous voyez, vous avez un delta qui est très faible. Et les petits animaux du sol vous remercient en continuant de travailler. On n'a pas besoin de les gérer, hein, ils travaillent. Donc ils vont décomposer la matière organique, ils vont faire des engrais, ils vont aérer le sol, enfin tout ce qu'il faut pour que les racines de la plante soient bien et qu'elles puissent en fait trouver ce qu'il faut dans le sol et être en bonne santé. Donc ça, c'est la base, je dirais. Vous avez aussi les techniques d'arrosage. Hein. Je vois des gens qui me disent « Ah là là, mais tu sais Florence, je fais les choses bien. Moi, tous les soirs, un arrosoir sur ma petite plante, là, sur mes tomates. Là, j'arrose mes tomates tous les jours. » Alors oui, d'accord. Alors vous arrosez les tomates, vous mettez un petit peu. Si vous regardez, vous allez voir que votre arrosage va faire... L'eau ne dépasse pas 1 centimètre, c'est-à-dire que ça reste sur le centimètre supérieur. Où sont les racines? Vous le voyez à nouveau sur le schéma. Les racines, elles sont à facilement 20 cm en profondeur. Et les racines qui pompent l'eau sont les racines les plus basses. Donc là, à nouveau, il va falloir arroser, pas souvent, mais beaucoup. Et quand j'arrose beaucoup, toute l'eau ne va pas rester en surface, mais va aller en profondeur au niveau des racines. Et quand la plante va en avoir besoin, l'eau va être au bon endroit. Mais donc, les tomates ne s'arrosent surtout pas tous les jours. Moi, j'ai des tomates même en serre. Hein. Alors, j'ai paillé, je paille sur 20 cm. C'est du boulot. Je fais que ça en ce moment. Ça fait 3 jours. Je ne fais que pailler. Et c'est extrêmement fatigant. Je suis contente d'être ici. Ça me change un petit peu. N'empêche que pour cet été, ça va être bien parce que l'eau va rester et je n'arrose mes tomates qu'une fois tous les 10 jours. C'est-à-dire, pour l'été, je vais arroser 5 fois mes serres. C'est tout. Et dans les serres, ça monte à 50 degrés. Hein. Mais les racines sont au frais. Donc, arroser peu, mais beaucoup. Hein. Je laisse le tuyau d'arrosage, les goutteurs, parce que je préfère aussi l'arrosage au niveau des racines. Je n'ai pas besoin d'arroser toute la serre. J'arrose qu'au niveau des racines, donc en goutte à goutte. Et je laisse 4-5 heures, facilement. Donc, il y a trop d'eau, donc l'eau va percoler, hein, va descendre. Et là, elle va pouvoir nourrir la plante pendant plusieurs jours. Donc, vous voyez, donc... Une deuxième chose que j'ai mise au point. Et puis une autre troisième, c'est avoir un bon sol. Hein, alors le binage vaut 2 arrosages, comme on dit, mais pas que. Hein, il faut avoir une bonne structure du sol. Il faut avoir 50% de solide, mais aussi 25% d'air et 25% d'eau. Et pour avoir ça, eh bien, il faut de l'argile, de l'humus et du calcium, du calcaire. Et vous voyez sur le petit schéma à gauche, vous avez un petit rond, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que ça fait des boulettes dans le sol, ça fait une structure grumeleuse, comme on dit, ça fait des petites boulettes. Et entre ces boulettes, eh bien, vous allez avoir l'eau qui va passer quand il va pleuvoir. Vous allez avoir de l'air, tout ce qu'il faut pour que la plante soit bien. Donc ce complexe argilo-humique est bon. Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ce terrain où il n'y a pas de terre, donc je n'ai apporté que du compost. Résultat des courses, au bout de 20 ans, eh bien, l'année dernière, je trouvais que mes haricots verts n'étaient pas beaux, là, alors qu'un petit peu plus loin, j'ai repris un petit bout de terre et je trouvais que mes haricots verts étaient magnifiques, bien paillés. Donc là, je me suis aperçue qu'en fait, mon sol était déséquilibré, trop d'humus, il y avait du calcium, il manquait de l'argile. Eh ben, j'ai été rechercher de l'argile. C'est assez rare, mais au bout de 20 ans de compostage-paillage, je me retrouve, je dirais, avec l'inverse. Je dirais, voilà. Donc voilà. Merci. Améliorer sa technique de jardinage, il y en a plusieurs. Et surtout, si vous avez le choix des plantes aujourd'hui, achetez des plantes qui sont argentées, hein, comme la santoline, par exemple, l'hélicryse, un petit feuillage plutôt qu'un grand feuillage, et puis des plantes velues. La plante velue est une plante qui va s'adapter plus à la sécheresse. Voilà. Ah, les plantes grasses, ça c'est facile, mais quand on veut, je dirais, diversifier un peu son jardin, il n'y a pas que les plantes grasses. Et puis, si vous avez des arbres, eh bien, n'hésitez pas en Bretagne à commencer à planter le chêne vert. Parce que j'ai vu des chênes là, qui sont morts, et moi, je commence à planter du chêne vert. J'ai des oliviers. Et alors, ce n'est pas régional, mais je plante d'autres plantes. J'essaie de diversifier, de voir ce qui tient. En tout cas, j'ai arrêté de mettre des conifères, parce que les conifères, là, commence à prendre une claque avec le réchauffement climatique. Voilà. Très rapidement, je vais reprendre un petit peu ce que tu viens de dire, Florence, parce que moi, je suis stagiaire chez Florence depuis
J'étais. Oh là, j'étais, oui, mais depuis plusieurs années, donc forcément, j'ai la même pensée, la même vision. Donc j'essaye d'appliquer ça, en tout cas ici aussi. On applique ça ici aussi, sur le paillage, le compostage, dans les massifs. Le jardinier, c'est aussi, faut savoir être feignant des fois. C'est arracher, entre guillemets, ces mauvaises herbes qu'on appelle à chaque fois mauvaises herbes, les adventices. On l'arrache, on la laisse sur place. C'est ce qu'on fait aussi dans les enclos. On essaye d'éviter de réutiliser finalement l'ensemble des déchets qu'on a sur le parc. Ça, c'est un enjeu aussi sur le réchauffement climatique, c'est de pouvoir gérer les déchets. C'est pas un bon jardinier, on le dit toujours, un bon jardinier, c'est celui qui utilise tout sur son espace. Donc, on cherche à tendre sur ça. La question du être aussi, c'est vrai que ça c'est un objectif, c'est une question un peu prédominante aujourd'hui sur la Roche-Jagu. On est sur des milieux Natura 2000, des hêtraies chaînées. Et là pareil, c'est la question du être. Quel est l'avenir du être sur la Roche-Jagu? Alors on est sur sa limite de répartition, sur son aire de répartition en limite. C'est un arbre qui a besoin d'eau. C'est un arbre qui, aujourd'hui, qui est protégé en tant que Natura 2000 des protections européennes. Donc logiquement, on devrait justement supprimer toutes les autres essences qui ne sont pas du hêtre. Mais là, la gestion que j'imagine, c'est qu'il y a un moment, il va falloir passer outre et faire fi de ça, parce qu'il va falloir miser sur qu'est-ce qui va pousser à la place, parce que conserver le hêtre, c'est potentiellement avoir une forêt qui aujourd'hui qui a 30 ans, puisqu'elle a été complètement abattue au lendemain de la tempête de 87, cette forêt de 30 ans. La question que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle est renouvelable? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Alors on a une forêt qui, selon les spécialistes, est aujourd'hui d'une qualité extraordinaire, mais par rapport aux jeunes arbres, par rapport aux différents cycles de la forêt, où est-ce qu'on en est? Et ça, c'est une question qu'il va falloir creuser sur la question de la gestion d'une forêt. Pour moi, je suis persuadé qu'une forêt, et c'est ce qu'on discutait ce midi aussi, c'est ce que pense Francis Allais, c'est qu'une forêt se gère par elle-même. Elle n'a jamais attendu l'homme pour se gérer. Donc ça, c'est quelque chose aussi où je pense que c'est indispensable de faire confiance à la nature. Il y a une étude qui vient de sortir récemment une étude internationale avec différents pays qui viennent de témoigner sur justement l'adaptation de la biodiversité par rapport au confinement lors du Covid, et de voir en fait qu'il y a une capacité extraordinaire de la biodiversité à pouvoir reprendre. Il y a une résilience assez importante sur nombre d'espèces. Alors évidemment, on est toujours dans un climat où il faut regarder objectivement les choses. Il y a des pertes d'espèces et ça, il faut en tenir compte. Mais en même temps, il y a cette capacité, et ça c'est l'espoir qu'on a nous jardiniers, sinon on ne ferait plus ce métier, de voir cette biodiversité pouvoir continuer. Moi je suis jeune, j'ai 28 ans, j'ai bien envie de transmettre, si un jour j'ai des enfants, un jardin, un espoir aussi. Et c'est un peu aussi le rôle des jardiniers, de montrer, et chez vous aussi vous pouvez le faire, tout ce que tu viens de dire Florence, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. C'est tout simplement utiliser vos déchets de jardin, pailler, composter, ne soyez pas en train d'arracher absolument et faire propre et choses comme ça. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est changer le regard et se dire que finalement tout est bon dans la nature et on peut faire des choses très très belles avec. Merci Jean-Baptiste. Alors pour revenir sur le thème de l'arbre, justement, je crois que Versailles, c'est 350 000 arbres, c'est ça? Je vous le confirme. Et alors pourquoi cet ouvrage, La haine de l'arbre, n'est pas une fatalité? J'ai toujours aimé les arbres parce que les arbres sont pour moi symboles d'éternité. Je pense que les arbres sont éternels. Il y a sur la commune d'Allouville un chêne qui est âgé de 1200, je crois, 1400 ans. Je ne garantis pas l'âge. C'est un arbre merveilleux qui a été menacé à la Révolution d'être coupé parce qu'il abritait une chapelle. Cet arbre est depuis devenu le symbole de la ville. Ce n'est pas un arbre éternel, mais il est quand même très vieux. Il commence à flirter avec l'éternité. Vous avez sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin, dans le sud, un olivier qui est le doyen de tous les arbres français. Il est âgé de 2000 ans. C'est donc l'arbre le plus vieux de France. 2000 ans, c'est pas l'éternité, mais ça commence à devenir sérieux. Ça me fait penser à cette phrase merveilleuse de Woody Allen qui disait « L'éternité, c'est très long, surtout vers la fin ». C'est une parenthèse. Vous avez également, aux États-Unis, on le sait, des séquoias qui sont vieux de 3000 ans. Là encore, 3000 ans, c'est pas l'éternité, mais franchement, on s'en rapproche. Et puis,
Il y a quelques années, dans un bosquet au nord de la Norvège, on a découvert un sapin, un sapin de Noël, un Abies picea, qui vivait avec d'autres semblables. Il était petit, rabougri, et le botaniste finlandais qui l'observe trouve qu'il a des caractéristiques d'un très vieil arbre. Alors, il pratique dessus quantité d'examens, il branche même une machine qui permet de l'extérieur de compter les cernes sans avoir besoin de couper le végétal. Et quand il lit l'âge du vieil arbre, il se dit soit je change les piles de mon appareil, soit j'arrête la boisson et l'alcool et le cannabis. Ce n'est pas possible. Il revérifie. Quand il voit l'âge du vieil arbre, du moins de la souche, c'est une souche qui vit, il y a un rejet. Le rejet, lui, il a que quelques centaines d'années, mais c'est la souche qui produit, qui, elle, est toujours vivante. D'autres équipes scientifiques russes et américaines viennent au pied de la souche, font les mêmes prélèvements, les mêmes calculs, et cet arbre est donc âgé de 9850 ans. Il est donc l'arbre le plus vieux vivant sur la Terre. 9850 ans. Est-ce que ce n'est pas l'éternité? Donc, j'ai pour les arbres une véritable passion. Et j'ai découvert qu'en France, souvent, pas toujours, mais parfois, on coupait des arbres pour des prétextes fous. Je me rappelle de la commune de Martigny-Briand qui avait coupé un vieux séquoia sous prétexte que les oiseaux qui nichaient dedans déféquaient sur les tombes. Depuis quand va-t-on couper un arbre parce que tout simplement qu'un petit oiseau fait ses besoins? Parce qu'il fait trop de feuilles. Sur la commune de Fresnes-Saint-Mamet, on a coupé devant l'église un tilleul vieux de 450 ans sous prétexte, je cite le maire, qu'un arbre, ça se remplace. C'est aberrant comme phrase. Dans les Vosges, on a coupé un tilleul vieux de 250 ans pour permettre, le temps d'un week-end, l'installation d'autotamponneuses pour la fête du village. Tout ça est complètement démentiel. Donc j'ai voulu effectivement dénoncer l'abattage des arbres. J'ai appelé le livre « La haine de l'arbre ». Beaucoup de villes ont été égratignées, comme la ville de Paris, par exemple, où l'adjoint en maire, autrefois très écolo, avait autorisé l'abattage d'un marronnier pour permettre à un bus de gagner 13 secondes sur un trajet de 2 heures. Vous voyez à quel point on en est arrivé. Et aujourd'hui, l'arbre n'est pas reconnu en tant qu'individu et en tant que monument historique. J'aurais aimé qu'en France, il y ait un classement officiel des arbres remarquables. Le label arbre remarquable n'existe pas officiellement. Il a été attribué par une association qui s'appelle Arbre. Elle fait un travail merveilleux. Elle est présidée par Georges Fetterman, un homme que je connais bien et que j'apprécie ô combien. Mais j'aurais aimé que dans chaque département, l'inventaire précis des arbres admirables ou remarquables soit réalisé, que ces arbres bénéficient comme les monuments, comme les chapelles, comme quantité de choses merveilleuses protégées au même titre que les monuments historiques et ne soient coupés que pour des raisons impératives. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, un arbre comme le vieux chêne d'Allouville dont je vous parlais soit moins bien protégé qu'une statue merveilleuse, et je le dis avec beaucoup d'ironie, au milieu d'un rond-point. En France, sachez-le, aucun arbre, j'ai bien dit, aucun arbre n'est protégé par la loi. Certains arbres sont protégés par des textes départementaux ou municipaux ou préfectoraux, mais l'autorité qui a le pouvoir de classer un arbre, le maire, le préfet ou l'architecte des bâtiments de France, eh bien celui qui a le pouvoir pour couper un arbre classé s'appelle le maire, le préfet ou l'architecte des bâtiments de France. Autant vous dire qu'il n'y a aucune protection. Donc j'aimerais simplement que les arbres, aujourd'hui, puissent bénéficier pour demain d'une protection juridique au même titre que les chapelles romanes, les cathédrales. Je parle des arbres admirables, car les arbres sont des êtres vivants. Ce sont des arbres, ce sont des plantes qui gardent en elles le souvenir du temps passé. Nous avons tous, je crois, en commun peut-être le souvenir d'un grand-père qui avait planté un arbre fruitier. Et aujourd'hui, quand on cueille des quetches en été, on pense aux fruits, mais on pense aussi à son pépé. On a tous peut-être rencontré celle ou celui avec qui on vit aujourd'hui au pied d'un vieil arbre. L'arbre est plus qu'un monument de sève et de bois. C'est un ami qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et moi, je n'accepte pas que l'on coupe des arbres simplement pour installer des abribus, pour élargir une voie, alors que l'on pourrait faire autre chose. Un exemple tout bête, et je le dis aux conducteurs qui ont tendance à rouler un petit peu trop vite, entre Chartres et entre Rambouillet et Chartres sur la nationale 10,
quand vous avez des glissières de sécurité, levez le pied, ce n'est pas les arbres que l'on protège, ce sont les radars. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc il faut aimer les arbres, il faut les protéger, il faut vraiment tout faire pour que les générations futures continuent à avoir des vieux arbres. J'ai vu quelques vieux arbres ici même, j'ai vu ce vieux frêne bon, il a un avenir un peu limité, mais accompagnons-le jusqu'à sa dernière feuille, donnons, de l'espoir à tous ces arbres qui ont été plantés. On a besoin des arbres, ils sont, je crois, l'une des conditions pour lutter au mieux contre le réchauffement climatique. Le président Macron s'était engagé à planter en France je ne sais plus combien de millions d'arbres avant la fin de son quinquennat. Le temps passe, Monsieur le Président, il est temps de planter. C'est vrai qu'à La Roche-Aiguë, on peut parler d'un patrimoine naturel, finalement. Ces arbres en font partie. On a beaucoup de chaînes de collection sur le site, des hêtres qui souffrent un peu, des châtaigniers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces fameux arbres? Comment vous faites en termes d'entretien? Tu disais tout à l'heure, finalement, une intervention minimale peut convenir parfois, mais il faut aussi les guider, les accompagner. Comme je le disais, j'ai 28 ans. La tempête de... je suis né en 94. Oui, ça devient énervant, ça. Oui, voilà. Je suis jeune. J'en suis fier, j'en profite pour l'instant. La tempête de 87, finalement, moi je vais avoir 30 ans. Donc voilà. On a compris. Ce parc, il a mon âge, finalement, un petit peu, si on prend le truc un peu de manière rigolote. Mais c'est vrai que quand on se dit ma vie, finalement, correspond à la vie de ce parc, ça permet de voir qu'est-ce que la nature est capable de faire aussi en si peu de temps, finalement, parce que 30 ans, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, mais en tout cas, c'est exceptionnel de voir un parc si bien préservé, avec une forêt si belle. Et on espère évidemment que cette forêt vivra bien plus que moi. Mais en tout cas, voilà, c'est sur la préservation des arbres, c'est, comme je le disais tout de suite, sur la connaissance. Je pense qu'on a énormément à apprendre encore sur les arbres. On sait aujourd'hui la grande difficulté du hêtre, comme je le disais, mais il y a le chancre sur le châtaignier, la cécidomie sur Salix alba, le saule, la calarose sur le frêne. Enfin bref, il y a énormément de maladies qui impactent aussi, en plus du réchauffement climatique, de nombreuses espèces, de nombreuses essences. Aujourd'hui, bien malin celui qui sait quel est l'avenir de la forêt française. On sait que le chêne, certains chênes ont tendance à quand même bien supporter. On voit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une plantation d'arbres, c'est rien, quoi. C'est un champ de maïs pour moi. C'est vrai qu'une plantation d'arbres au niveau écologique, c'est pas du tout, ça ne va pas avoir l'utilité d'une plantation, on va dire, d'une forêt diversifiée. Quand on voit l'ensemble de la France, et récemment j'ai traversé la France, là, jusque dans les Alpes, et j'ai vu sur les bords de route des pans entiers de forêt complètement cramés. Alors je me suis dit, c'est des incendies, c'est pas possible, il y a eu un incendie ou il y a quelque chose. Et en fait non, c'est tout simplement les arbres sont figés sur place, ils sont complètement morts. Dans la région de Lyon, moi j'ai trouvé ça, mais c'est vraiment, ça fait mal au cœur, quoi. J'en parle avec émotion là, parce que quand on voit ces arbres qui sont complètement pétrifiés, on a l'impression que la foudre est tombée dessus, mais sur des linéaires de haies, j'ai trouvé ça extraordinaire, sur des espaces mais vraiment considérables, où on voit des arbres complètement pétrifiés, avec quelques petites feuilles qui bourgeonnent au bout, mais vraiment quasiment rien, on a l'impression que le feu est passé dessus. Et quand on voit ça, on peut que se poser des questions sur l'avenir de la forêt. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit les forêts diversifiées du côté, par exemple, de Vierzon ou des choses comme ça, les forêts qui ont tenu, les forêts qui sont les plus résilientes, ce sont celles qui sont diversifiées. Des forêts qui sont plantations de pins, comme les Landes, ce ne sont pas des forêts, il n'y a rien, c'est mort. C'est pas, à mon sens, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas la biodiversité qu'on peut retrouver dans une forêt diversifiée. Ici, on parle de cortège floristique, on a des traits chaînés à Hou, on a des traits chaînés à Jacinthe-des-Bois, on a des hêtres chaînés à anémone. Je vous prends cet exemple-là pour vous dire tout simplement qu'un hêtre qui pousse avec ses anémones, avec ce Hou, etc., tous ces cortèges floristiques sont définis. Ils sont, en gros, il n'y a pas de hasard. La nature est bien faite. C'est que chaque milieu est finalement un ensemble, un tout.
C'est pas un arbre qui pousse, tiens, je vais un hêtre qui pousse et puis une anémone, puis etc. Non, c'est bien défini, c'est quelque chose qui est... et là encore, j'imagine qu'on ne connaît pas encore tout, et je ne suis pas scientifique, et je me repose sur tout ce qui est études scientifiques qui peuvent fleurir à peu près partout sur Internet maintenant, et heureusement qu'on a cette connaissance qui augmente. Mais en tout cas, voilà, c'est de comprendre que la nature, on ne fait que la copier depuis toujours, on ne fait que l'imiter, on ne fait que essayer de la dépasser, mais heureusement, pour moi, à mon sens, elle a encore beaucoup de réserves sous le pied, et j'ose espérer qu'elle nous apportera de belles surprises par rapport à tous les enjeux qu'on a encore aujourd'hui. Moi, je reste optimiste pour ça. Je ne veux pas être du genre pessimiste à dire que ça y est, tout est fini et que voilà, ça serait un peu trop triste. Au contraire, je pense que quand on regarde la nature, elle a une capacité quand même à montrer le meilleur d'elle-même. Alors, avant de passer à la parole publique, parce qu'on s'est dit que vous aviez peut-être des questions à poser, juste peut-être un dernier échange entre nous, et notamment avec vous, Alain Baraton. Vous devez quand même superviser un espace énorme, Versailles, Trianon, Marly. Donc, bon, vous n'avez pas le don d'ubiquité, mais un sacré talent d'organisation, une équipe de choc aussi, j'imagine, une centaine de jardiniers qui est doublée l'été, si j'ai bien compris. Mais vous avez forcément probablement des pratiques d'entretien qui varient, en fait, selon que vous êtes à Versailles, au Trianon. Comment ça s'opère, tout ça, entre un jardin à la française ou du côté de chez Marie-Antoinette? On n'est pas sur les mêmes problématiques, pas sur les mêmes... Alors, il est vrai qu'en 40 ans, la méthode de travail a changé et la mentalité du personnel, elle aussi, a évolué. Dans les années 1980, les jardiniers qui composaient la majorité des équipes étaient généralement des personnes originaires du monde rural qui venaient travailler à Versailles car ils ne trouvaient plus de travaux dans la ferme des départements limitrophes. C'était aussi des personnes souvent en échec scolaire ou en difficulté d'insertion. Aujourd'hui, les jardiniers, en grande majorité, qui travaillent sur le domaine, sont des jeunes gens qui ont choisi le métier de jardinier. Je dis ça parce que les mentalités ont totalement changé. Lorsque j'ai débuté, une pelouse entretenue était une pelouse tondue, rasée. Il fallait y aller régulièrement. Aujourd'hui, nous pratiquons véritablement la taille, la tonte raisonnée. Nous contournons les petites marguerites ou les fleurs quand elles apparaissent, et nous ne tondons que si nous avons besoin de tondre. Alors effectivement, Versailles est de différents styles. Le jardin à la française, eh bien, nous avons changé nos techniques en abandonnant, par exemple, les tailles drastiques là où ce n'était pas utile. Toutes les allées de Versailles étaient taillées en rideaux sous prétexte que André Le Nôtre taillait les arbres en rideaux. Alors, il y a quelques années, nous avons réuni les scientifiques, les historiens, les conservateurs, les archivistes, on a pris les documents et on a dit « allons voir ce que Le Nôtre préconisait vraiment ». Et nous n'avons pas trouvé trace de taille en rideaux, du moins dans toutes les allées. Donc aujourd'hui, seules les allées qui ont véritablement besoin d'être taillées le sont. Par exemple, la perspective royale et les arbres autour du Grand Canal ne sont plus taillés depuis quelques années. Nous avons également décidé de mieux intervenir sur la taille des végétaux. Les haies de charmille, par exemple, étaient taillées autrefois une fois au début du printemps, la seconde fois avant l'automne. Maintenant, nous taillons au début de l'été, ce qui nous permet d'avoir une seule taille, donc des économies financières, de main-d'œuvre, bien évidemment, et en même temps un rendu plus agréable. Une taille, quand elle est trop drastique, c'est pas très beau. J'aime bien de temps en temps qu'il y ait un petit voile qui rappelle qu'il y a de la vie. J'ai expliqué que nous ne traitions plus chimiquement. Nous avons également changé les méthodes culturelles. Vous parliez il y a un instant du paillage. Le paillage a fait son apparition à Versailles il y a une quinzaine d'années. Partout et tous les massifs aujourd'hui sont paillés de manière à économiser au maximum l'eau. Nous avons de nouvelles installations qui nous permettent de récupérer l'eau et nous l'utilisons avec parcimonie. Là encore, nous avons changé les habitudes professionnelles. Je me rappelle mes collègues qui arrosaient en plein soleil, qui est une hérésie, non pas pour des questions de brûlure. Vous savez, brûler sous le soleil ferait loupe, c'est une légende, parce que la pellicule d'eau, avant qu'elle ne puisse faire loupe, s'évapore avec la chaleur. Par contre, la plante souffre. Effectivement, il y a un stress qui se déclenche. C'est un problème botanique
assez complexe à expliquer. On n'arrose pas une plante en plein soleil et on évitera dans la mesure du possible, surtout pour certaines variétés, de mouiller les feuilles. On essaie également, nous avons mis en place depuis quelques années à peine un centre de traitement des déchets verts. Autrefois, nous ne les recyclions pas, on ne travaillait pas avec. On utilise du matériel maintenant électrique quand c'est possible. Nous évitons de travailler le sol inutilement. Nous avons abandonné le labour, par exemple. Nous ne faisons que du griffage ou un herçage, j'allais dire, en surface. Etc., etc., etc. Les choses importantes, par exemple, c'est les pelouses. Moi, j'ai connu l'époque, donc, le jardinier avec la tondeuse, le bac pour ramasser les déjections, très content d'avoir un gazon vert. Autant qu'il peigne du béton, on aura le même résultat. Aujourd'hui, on tombe plus régulièrement, ce qui nous permet de laisser les déchets de coupe amender le sol naturellement et d'éviter ainsi d'avoir besoin de traiter, d'évacuer et de stocker. Donc les méthodes ont changé, les mentalités ont changé, la présentation également des parterres a changé. Et dans les années 80, les visiteurs principalement de la région aimaient voir les massifs de bégonias, les sauges, les œillets d'Inde, les roses d'Inde. Je ne dis pas que c'est moche, je ne dis pas que c'est kitsch, mais ça manque quelque peu, je trouve, de fantaisie. Aujourd'hui, nous créons des parterres un petit peu plus fantaisistes, de hauteur. Nous jouons sur les senteurs. Moi, j'ai envie de déclencher les émotions quand quelqu'un s'approche d'une rose, porte son nez et se rend compte qu'elle sent merveilleusement bien. On met également au hameau de la Reine des fruits comme des petits framboisiers. On sait que nous ne les récolterons pas, mais c'est amusant de voir quelqu'un qui tourne pendant une demi-heure autour de la framboise avant de venir la déguster. On essaie de donner une vie. Un jardin n'est pas un musée de plein air. Un jardin, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu que les gens doivent s'accaparer. Vous savez, moi, j'ai une définition d'un beau jardin. Pour moi, le jardin qui est réussi, le beau jardin, c'est l'endroit que l'on quitte à regret. Moi, ce soir, je quitterai la Roche-d'Agu avec regret, je peux vous l'affirmer. Mais c'est donc un lieu de vie, c'est un lieu que l'on a envie de redécouvrir, on a envie d'y revenir, et c'est un lieu planté d'une diversité. Tout à l'heure, vous parliez de plantes régionales avec les oliviers ou d'autres végétaux. Il faut aujourd'hui, effectivement, commencer à penser aux plantations de demain. Planter des conifères à Versailles aujourd'hui n'a plus aucun sens quand on connaît la perte que nous avons maintenant de tous les pins qui ont été plantés les années précédentes. Il faut regarder un bon jardinier. On revient à la première question. C'est aussi quelqu'un qui est contemplatif et qui a de la patience. Voilà ce que je conseille donc, d'accompagner le jardin, de cesser de vouloir imposer la volonté donc aux végétaux, de respecter les animaux qui y vivent. C'est important, toutes ces petites bestioles qui sont dans l'herbe ou dans l'air. De temps en temps, c'est un peu énervant, comme les petits moucherons depuis tout à l'heure, qui commencent à m'exaspérer quelque peu. Voilà. Mais c'est ça le jardin, c'est un lieu où l'on peut s'exaspérer, où l'on peut aimer, où l'on peut rêver. Voilà. Je suis fier, Alors, si ça vous dit, je vais faire passer le micro. Peut-être que vous avez des questions à poser à Alain Baraton et à Jean-Baptiste Baillet et à Florence Goulet. Alors, à propos du mildiou, si j'ai bien compris, vous n'utilisez pas de cuivre contre le mildiou. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution alternative? Parce qu'en Bretagne, un coup de pluie, un coup de soleil, le mildiou, il a vite fait d'arriver. Ça, Florence va être très qualifiée, je crois, pour répondre. Moi, je vais vous dire ce que l'on fait. À Versailles, nous avons décidé de ne plus prendre aucun produit, même pas de potions magiques. J'ai connu des collaborateurs qui aimaient le purin d'ortie, le purin de prêle, le purin de consoude, etc. Et on a décidé de ne plus cultiver qu'avec la terre, l'eau et le soleil. Et nous nous sommes rendus compte que quand une plante est cultivée dans de bonnes conditions, elle déclenche déjà beaucoup moins souvent de maladies. La tomate, par exemple, et je parle sous le contrôle de Florence, la tomate, déjà, si on respecte les distances de plantation, il y aura moins de problèmes de contamination. Si l'air et le soleil peuvent vraiment aérer le branchage et le soleil réchauffer les feuilles, il y aura beaucoup moins de contamination. Si l'on prend soin de couper la petite feuille qui touche la terre et qui prend le contact avec l'humidité, vous verrez que quantité de problèmes seront éliminés. Ensuite, le mildiou, quand arrive septembre-octobre et qu'il commence à pleuvoir, je ne connais pas de remède miracle pour s'en passer. Mais je sais qu'à Versailles ou à Hameau de la Reine, nous ne traitons nullement. Et quand le mildiou arrive, on se dépêche d'arracher pour éviter la contamination avec les autres plantes.
Alors, moi, je vais rebondir sur le mildiou. C'est ça. Alors, le mildiou, c'est simple. Hein, c'est un champignon qui est, je dirais, omniprésent. Et il va germer sur une tomate quand il y a plus de 5 heures de l'eau sur la feuille. Entre 18 et 25 degrés. C'est assez mathématique. Et sur milieu acide? Pardon? Sur milieu acide? Alors oui, sur milieu normal, je dirais. Voilà. Et donc sur le milieu de la plante. Donc effectivement, quand il se met à pleuvoir en Bretagne, ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, quelquefois on est 8 jours et il suffit même de 2 jours. Voilà. Donc le premier moyen, c'est déjà de protéger les tomates. Moi, j'ai fait un abri, j'ai acheté de la ferraille, vous savez, qu'on met dans le béton, là, une feuille de... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. C'est des feuilles de ferraille sur lesquelles j'ai mis un plastique et 4 poteaux, si bien que mes tomates sont en dessous en plein air et elles ne reçoivent pas la pluie directe. Ça, c'est déjà le plus simple. Pas d'eau, pas de mildiou. Et surtout, si vous faites attention à ce que les feuilles ne se touchent pas. Parce que je vois quelquefois en serre, par exemple, les gens me disent « Tes tomates ont attrapé le mildiou, regarde ». Alors je dis « Je viens voir ». Et je me retrouve dans une serre avec des tomates plantées très serrées, avec des feuillages qui se touchent ou des feuillages qui touchent la toile en plastique. Et résultat, c'est encore meilleur que dehors pour le mildiou parce qu'il se germe encore plus vite. D'accord ? Donc, évitez qu'il y ait 2 feuilles qui se touchent pour garder l'humidité. Évitez de trop serrer vos tomates, en tout cas en serre. Et dehors, eh bien, il va falloir faire quelque chose pour éviter que le mildiou ne germe. Alors, il y a une méthode qui est assez simple. C'est effectivement ne plus être en milieu basique. C'est-à-dire, on utilise le bicarbonate. C'est pas cher. Hein, vous utilisez une cuillerée de bicarbonate que vous mettez dans un pchit, vous savez, à vitre, là. Et vous allez pulvériser, quand on entend parler de pluie, vous pulvérisez au bicarbonate. Et ça, je sais que ça retarde considérablement le mildiou. Vous pulvérisez avant, vous pulvérisez après. Et ça, c'est une méthode vraiment qui est, je dirais, vous risquez, si ça dure 15 jours la pluie, vous attraperez le mildiou. Mais ça retarde vraiment considérablement pour les petites pluies. Et puis moi, je fais 3 purins de plantes qui sont tous les 3 insecticides et fongicides. C'est l'ortie, l'ail et l'oignon, voilà. Et je ne fais pas les purins traditionnels avec macération derrière la maison qu'on oublie et qui puent terriblement parce qu'on passe de la fermentation à la putréfaction et là c'est inapprochable. Je fais un truc beaucoup plus simple, 3 casseroles. Je fais bouillir de l'eau dans les 3 casseroles. Quand ça bout, je mets dedans un oignon coupé en 4 avec la pelure. Dans la deuxième, une poignée d'ortie. Et dans la troisième, une tête d'ail, pareil, coupée en morceaux. J'attends que l'eau se colore, c'est-à-dire une minute grand maximum. J'éteins, je mets des couverts sur les 3 casseroles et j'attends 2 jours. Au bout de 2 jours, je filtre. Et là, vous avez un produit en mettant ça dans une bouteille en verre, hein, des bouteilles vous savez, de jus d'orange en verre. Et là, vous avez un produit qui est stable pour plusieurs années. Et je dois dire que moi, j'utilise ces produits-là, jamais ensemble. Parce qu'en fait, il faut surprendre aussi la nature et à chaque fois, vous mettez un produit différent. C'est-à-dire que je mets un peu d'ortie qui, en plus, stimule la plante. Après, je vais faire une pulvérisation sur les feuilles d'ail. 8 jours après, une pulvérisation d'ortie. Et ça, c'est des choses qui éloignent vraiment considérablement le mildiou. Je n'ai pas de mildiou avec tous ces systèmes-là. Mais il faut faire attention. Je vous dis, les feuilles, il faut être constamment dessus et pas de feuilles qui se collent. Voilà. Vous comprendrez pourquoi à Versailles, on évite les traitements de Florence, parce qu'entre les casseroles, c'est comme un jour, quelqu'un m'avait demandé si j'utilisais l'eau de cuisson des pâtes pour désherber les allées. Je n'ose imaginer la quantité de nouilles. Oui, mais à Vaux-le-Vicomte, il y avait la pyrale du buis qui a ravagé l'ensemble des buis. Et si bien qu'ils sont passés, parce qu'en gros, la bestiole était résistante au traitement, et du coup, ils sont passés au purin de plantes. Donc c'est une entreprise qui était proche de Vaux-le-Vicomte, qui produisait des purins de plantes à grande échelle. C'était une entreprise bio qui faisait ses propres macérats. Et ils ont traité avec ça, et ils ont pu récupérer l'entièreté de leur buis. Quand on fait du purin d'ortie, je résume, on met des feuilles d'ortie à macérer dans l'eau, on met le couvercle, on attend qu'il y ait des bulles et on peut traiter. Mais souvent, on ne respecte pas le délai de fabrication. Et l'odeur est tellement pestilentielle que même les insectes se barrent. Hein. Donc je ne pense pas que ce soit un insecticide, mais vraiment ils font demi-tour. Si vous avez envie de nuire à des voisins, si vous habitez en immeuble et que votre voisin du dessus vous énerve, faites donc vous-même votre purin d'ortie et dans 3 semaines, vous ouvrez le bidon. Mais c'est souvent un préventif aussi.
le purin de Alors, plante. je reviens sur l'ortie qui est une plante merveilleuse, puisque vous le dites, hein, non seulement pour la santé, hein, puisque c'est une plante qui est très riche en calcium, donc pour les os, très riche aussi en calcium, magnésium, hein, très riche en fer pour les anémies. Donc pour le corps humain, c'est une excellente plante. Elle est presque une protéine complète. Je vous rappelle qu'à la dernière guerre, dans les camps de concentration, il y en a qui connaissaient les qualités de l'ortie et qui mettaient dans les infâmes ragounias qu'on leur donnait, puisque le but était de tuer tous ces gens. Ils mettaient, les gens du camp mettaient un peu d'ortie à chaque fois, et on sait qu'ils sont sortis avec beaucoup moins de carences. Donc l'ortie est une plante vraiment merveilleuse. Elle donne de l'énergie. Et alors, le truc qui vise à mettre de l'ortie dans le trou, faites attention, ne mettez pas l'ortie au fond du trou, parce qu'on n'a jamais vu une plante arriver à manger de la matière organique fraîche. Ça, j'ai jamais vu ça. Par contre, ce que vous pouvez mettre, c'est mettre l'ortie sur les côtés. L'ortie va se dégrader tranquillement. La plante va pouvoir continuer à s'enfoncer dans le sol tranquillement. Et l'ortie, petit à petit, donnera ces matériaux. C'est-à-dire que la matière organique va se transformer en matière minérale, c'est-à-dire en engrais. Voilà. Et donc, cette ortie va donner en plus de l'énergie à la plante. Et donc, c'est bon, mais pas au fond du trou. Voilà. Merci Florence. Alors, nous avons une deuxième question. Bonjour, merci de nous donner la parole. Vous avez parlé de l'évolution des espèces, de ne plus planter de sapins ou de conifères, etc., en fonction du réchauffement. En Bretagne, et en particulier ici à La Roche-Jagu, nous avons de très beaux camélias. Et j'aurais voulu connaître votre avis sur et les conseils que vous pouvez avoir pour garder ces belles plantes et, si possible, malgré l'évolution climatique. Alors là, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste pour une raison simple. Je suis très à l'aise pour vous parler du camélia. J'ai même écrit un petit bouquin qui s'appelle « Le camélia de ma mère ». Parce que le camélia, dans mon histoire familiale, est extraordinaire. Mon grand-père se fait offrir un camélia qui n'est pas du tout adapté au terrain de là où il vivait. Il en fait donc cadeau à ma maman qui s'empresse de le planter dans le jardin de la petite maison du bassin d'Arcachon. Et pendant presque 40 ans, ma maman s'extasiait devant les fleurs fanées du camélia quand elle arrivait en juillet pour les vacances. Donc s'extasier pendant 40 ans devant un camélia qu'elle n'a jamais vu en fleurs, moi je trouve ça grandiose. Ce que je sais également, c'est que les camélias n'ont jamais été plantés à Versailles du temps des rois. Le camélia n'était donc pas une plante versaillaise. Aussi, Jean-Baptiste, oui, a beaucoup plus de compétences pour répondre sur le camélia que moi-même. Le camélia, déjà, ça descend du thé, Camellia sinensis. Donc le camélia qu'on a dans nos jardins, c'est Camellia japonica, c'est Camellia sasanquois. Ce ne sont pas des espèces qui sont forcément naturelles, c'est de l'obtention, premièrement. Sur le camélia, il ne supporte pas les engrais, il ne supporte pas le moindre intrant, sauf la feuille morte. La condition, il faut toujours replacer, en fait, c'est comme ça que j'explique à chaque fois, mais il faut toujours avoir, pour toute plante, replacer la plante dans son contexte d'origine. Quand vous prenez un camélia, c'est une plante qui est originaire du Japon, d'Asie de l'Est, qui est subie de la mousson, qui subit des grandes quantités d'eau, puisqu'on est autour de 1000-1500 litres au mètre carré en quelques mois, 3-4 mois. En Bretagne, on a une terre favorable pour le camélia. Il y a 35 500 variétés de camélias qui existent dans le monde, donc ce sont des obtentions. Il y en a 350 sur le site de La Roche-Jagu, tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir non plus les 35 500, puisqu'on n'a pas le climat adéquat. Le camélia a besoin en fait d'un sol frais. On pense toujours que c'est une plante d'ombre, c'est pas une plante d'ombre, c'est une plante qui supporte très bien la lumière, sauf les chaleurs qui sont trop importantes. On voit toujours les camélias sous des arbres, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont été plantés sous des arbres, mais en fait c'est une fausse idée. Le camélia supporte très bien le soleil, sauf évidemment quand il y a des thromboses, finalement, quand la plante s'est pris un coup de bambou sur la figure, on va dire. Donc voilà, ça sera plutôt un jaunissement du feuillage qui sera perceptible sur la plante. Mais en tout cas, sur le camélia, voilà, c'est une plante qui
C'est de l'obtention. C'est au fur et à mesure du 19e siècle, on a choisi des camélias pour le côté d'abord fleurs à couper, donc des fleurs qui tenaient sur tige, avoir des fleurs coupées, donc ça veut dire des fleurs qui tiennent longtemps sur tige. Puis ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait les cultiver, donc on les met dans les jardins, donc il va falloir des camélias qui ont des fleurs qui tombent quand elles sont fanées pour que le plan reste esthétique. Et ensuite, il y a eu toute la mode des camélias avec les Américains, évidemment, où c'était la mode des plus grosses fleurs, etc. Et c'est pour ça qu'on a autant de variétés. Mais le camélia, en tout cas en botanique, si vous voulez commencer sur le camélia, je vous invite aussi à... Mon savoir que j'ai là, que je présente, c'est tout simplement parce que je l'ai appris au château de Trévarez, où ils ont une collection de camélias assez exceptionnelle, qui est justement aujourd'hui de reconnaissance mondiale, et qui fait quand même figure de proue aujourd'hui dans notre région. Pascal Vieux, que je remercie au passage, puisque c'est lui qui a pu nous enseigner ce savoir-là à l'ensemble de l'équipe cette année, de transmettre cette connaissance, parce que voilà, le camélia, moi qui pensais que c'était une plante mémère, j'étais pas trop fan du camélia à la base, maintenant je trouve ça hyper passionnant. Quand on se rend compte de la capacité de mutation, de croisement qu'on peut faire, que quand on prend 50 graines d'un camélia, on aura 50 camélias différents. Tout ça, c'est passionnant. Et en tout cas, voilà, y a pas le camélia n'a pas besoin d'engrais, si ce n'est une taille qui peut être légère. On estime la taille en tout cas doit pas dépasser un tiers du plan. Je vais rebondir là sur le camélia. Moi, je vais être très prosaïque. Trévarez, effectivement, centre-Bretagne, 1200 mm de pluie. D'accord. Donc, dans notre région, plus ça va aller, moins on risque d'avoir de pluie, si le schéma global climatique continue. Et donc, le camélia ne pourra vivre effectivement qu'à l'ombre. Ça va être très clair. Merci. Nous avons une autre question. Ce ne sera pas une question, ce sera une petite remarque. Quand j'entends les jardiniers dire comment fait-on contre ceci, contre cela, moi je pense qu'on fait plutôt avec. Et c'est en rentrant dans une forme de symbiose avec son jardin qu'on arrive à comprendre ce dont il a besoin. Et moi j'aimerais mieux entendre les jardiniers dire comment fait-on avec plutôt que comment fait-on contre. C'est tout. Mais, chère madame, Merci. Je crois avoir dit il y a un instant que nous accompagnions la nature. Et quand on l'accompagne, c'est qu'on est avec. Mais c'est vrai que dans l'éducation, moi-même qui ai passé, j'avais fait une formation en horticulture, on nous apprenait évidemment comment on apprend aux jeunes aujourd'hui à l'horticulture. On nous dit, voilà, vous allez apprendre telle plante, c'est facile de l'arracher parce qu'elle a un système racinaire qui est peu profond. Celle-là, elle est ennuyante parce qu'elle a un système racinaire profond. On apprend, celle-là, elle va avoir une capacité de nuisance importante parce qu'elle va avoir une potentiel de germination assez importante. On va dire que la vergerette du Canada fait 100 000 graines par plant. Voilà ce qu'on apprend en horticulture encore aujourd'hui. Et c'est là aussi où on a un effort à faire, c'est de justement... Nous, dans ma formation, c'était on prend ce qu'on voulait, finalement. Il y a des choses où on se dit, non, c'est pas cohérent par rapport au moment. Et les profs nous le disaient, c'est le programme, voilà. Mais il y a un moment aussi, voilà, c'est l'intelligence, on doit passer son temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on nous dit et pas toujours faire ce qu'on dit. Ça se trouve, ce que je dis là, c'est peut-être faux. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, on se dira ce que je dis là, c'est complètement aberrant. Mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, quand on prend un savoir, c'est un savoir qui finalement est éphémère et on verra dans le temps ce que ça donnera. Merci Jean-Baptiste. Je vous passe une autre question. Alors, j'ai bien compris que dans les prairies, vous aviez une technique qui permettait de choisir et de laisser s'épanouir ces plantes-là. Dans les massifs qui sont un peu travaillés, que ce soit ici ou que ce soit à Versailles, comment vous utilisez ou vous jonglez avec ces plantes sauvages ? Alors là, c'est tout l'enjeu de la gestion différenciée. Le jardinier aujourd'hui, comme je le disais, il a un savoir aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, on jardinait, c'était vraiment ce que disait Alain, sur la connaissance du jardinier, elle a énormément évolué. La gestion différenciée, c'est connaître tout simplement les plantes. C'est connaître que telle plante peut être esthétique, que telle plante... Pourquoi la gestion différenciée est arrivée aussi ? C'est tout simplement
à mon sens, parce qu'on fait des économies d'échelle, on fait des économies de moyens. On est aussi dans une époque où il faut supprimer les pesticides, heureusement. Mais en tout cas, quand on voit des collectivités, dans les collectivités par exemple, qui sont passées au zéro phyto, c'est vrai que finalement, on se rend compte qu'on est passé par exemple, dans ma collectivité, ces 30 communes sont passées à 65 avec le même nombre d'agents. Donc c'est sûr qu'on ne peut plus faire du désherbage comme on en faisait autrefois. Donc il faut concilier avec la nature qu'on a aujourd'hui et se rendre compte que tout simplement, il y a des plantes qui sont tout à fait esthétiques, qui ont tout à fait des vertus au niveau environnemental, parce qu'elles apportent une diversité d'insectes, une diversité de couleurs aussi dans les massifs, et que ici, par exemple, sur l'ensemble du parc, et notamment sur les espaces plus jardinés, on va intervenir toujours dans le sens où... par exemple, on va avoir différentes plantes qui vont pousser. De l'ortie, par exemple, si on prend les enclos juste à côté, on a de l'ortie, du géranium herba robert, des rumex, du laitron et, je ne sais pas moi, du masseron. Le rumex a une racine qui est pivotante. Ça, c'est vrai pour revenir à ce que je disais tout de suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est ennuyeux pour arracher et ça a une capacité de dispersion assez importante. Et c'est vrai que dans le jardin potager, par exemple, on va éviter de l'avoir. Donc là, sur ce plan-là, on va essayer pas de l'éradiquer, mais en tout cas qu'elle soit moins présente. Et tout simplement en laissant pousser à côté le géranium herba robert, le géranium mollis, etc., qui ont des jolies petites fleurs, qui sont, s'il y avait par exemple besoin de l'arracher, c'est très très facile. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, toutes ces plantes vont finir par se développer de plus en plus. Donc on aura de plus en plus de géranium, on aura de plus en plus de millepertuis, de masserons, etc. Des plantes qu'on a conservées finalement. Et là, c'est le regard du jardinier qui juge de ça. Et c'est propre à chaque sensibilité finalement, parce que moi, ma sensibilité va être ça. Mais quelqu'un d'autre se dira, moi, j'aime pas cette plante-là, je vais arracher celle-ci, je vais favoriser celle-là. Et à force, on aura un espace qui n'aura plus besoin d'entretien comme avant, où on passait son temps à arracher. Là, au moins, on a fait une sélection et on va avoir tout autour du bouquetier, par exemple, sous les poiriers, on a une diversité de plantes qui sont esthétiques, qui sont aussi dans notre regard de conception paysagère, de prendre en compte cette biodiversité, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Apparemment oui. Merci Jean-Baptiste. Allez, une dernière question. Bonsoir, merci. Une petite question très naïve. La différence entre du compost et de l'humus? L'humus, c'est une structure dans le sol. C'est la matière organique qui s'est dégradée et qui va donner une molécule intermédiaire qui s'appelle l'humus, qui sont des grosses boulettes en fait. Et petit à petit, on compte environ 5% par an de dégradation de cet humus qui fait partie du sol. Et si vous voyez sur le tableau, là, les petites boulettes dont je parlais tout à l'heure, sont des petites boulettes dont l'humus fait partie. Il faut de l'humus, d'accord? Donc c'est en fait une molécule intermédiaire qui donnera un jour ou l'autre de toute façon des minéraux et qui va se dégrader pour donner de l'engrais, d'accord? Et alors ça c'est l'humus et le compost. Alors le compost, c'est tout simplement des matières végétales. C'est de la feuille morte, c'est le débris de pelouse, c'est tous les débris que vous avez et que vous allez mettre en tas pour qu'ils puissent fermenter et puis se dégrader. Et dans ce compost, vous allez avoir une partie qui donnera de l'humus et une partie qui va directement donner de la matière minérale. Mais dans le temps, au bout de plusieurs années, tout finira en matière minérale. Il lui faut le temps. Il y a des questions un peu délicates. Par exemple, la différence entre une pelouse et un gazon. Vous voyez, moi, de temps en temps, c'est dément. C'est-à-dire que, alors pour répondre peut-être pour l'humus et le compost, pour le jardinier que je suis, nous avons, nous, tendance à penser que le compost est le produit obtenu par la décomposition de déchets verts que l'on a volontairement entassés, alors que l'humus est une décomposition naturelle qui est... Voilà à peu près la différence. Ce qui ne veut pas dire que j'ai raison dans la définition. Il y a la définition officielle telle qu'elle est vraiment, et ensuite la déclaration d'usage. Eh bien voilà, on a passé 2 heures ensemble. Ça passe très très vite avec vous, Alain Baraton, Florence Goulet et Jean-Baptiste Baillet. Un grand merci pour cet échange très nourrissant, instructif. Je crois qu'on peut parler d'une forme de lucidité constructive. C'est sûr que on a quelques contraintes en ce moment,
du côté du climat et de la biodiversité, mais il y a des solutions qui existent. Donc voilà, on va se mettre à l'ouvrage pour l'amour de la nature, des arbres et tutti quanti. Je crois que c'est maintenant qu'il faut que je dise Kenavo. Ah oui, si vous voulez. Kenavo en Wichal, ce serait mieux. Ça veut dire au revoir, à bientôt. Merci, brave. J'avais dit Kenavo. Et ben voilà.